Alors déjà, Axel Gauvin, est-ce que vous pourriez nous expliquer, vous, votre origine sur l'île? Par rapport à ce que vous avez étudié un petit peu, vos ancêtres, qui sont les premiers qui sont arrivés sur l'île? En fait, d'où parlez-vous? D'où venez-vous? Euh, J'ai eu la chance d'avoir des tests génétiques. Hein. C'est le docteur Carto, généticien de la Réunion, et en particulier pour la lignée féminine. Alors quand on remonte de mère en grand-mère, etc., eh bien, c'est une dame qui vient de Madagascar, il y a bon, très peu de temps après le peuplement définitif de la Réunion. C'est une dame qui s'appelle Marie Toute qui a donné naissance à de très 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 nombreux Réunionnais. Donc j'ai cette origine-là. Bon, j'ai aussi des Indo-Portugais, des femmes Indo-Portugaises, c'est-à-dire des descendants de Portugais qui se sont établis en Inde. Ensuite, évidemment, il y a d'autres Malgaches, d'autres Indo-Portugais, énormément de Français. Et on a aussi un ou deux Anglais qui traînent pas très loin je pense, même si c'est un peu controversé dans la famille. Vous parlez du portugais, on sait qu'il y a pas mal de mots créoles qui viennent du portugais sur l'île, notamment le mot bringel. Il y a quelques mots, enfin, je pense que c'est mal étudié. Hein. Je pense que c'est mal étudié. Il y a par exemple il y a le mot gingade qui signifie radeau, mot que l'on retrouve aujourd'hui au Brésil, donc le mot bringel. Bon. Puis aussi, quand j'étais gamin, les pêcheurs se faisaient dans des chaussures, dans des pneus de voiture, et ça s'appelait des sapates. Les sapates qui est un mot portugais. Parce qu'il y avait aussi des Portugais qui venaient, enfin des esclaves du Mozambique, qui j'imagine devaient parler aussi portugais, ou c'était... Probablement, je ne sais pas, ceux avec qui il y avait des tractations devaient parler portugais, mais les esclaves eux-mêmes devaient parler des langues africaines. Bon, ils ne venaient pas directement du Mozambique. Le Mozambique était le port d'embarquement pour la Réunion, mais ils venaient de l'intérieur des terres souvent. D'accord. Et il y avait probablement une diversité linguistique inouïe. Ce qui fait que sur le plan linguistique, étudier l'apport ou les apports africains, c'est extrêmement difficile. Donc vous êtes président de l'Office de la langue créole sur Je l'île. suis responsable de l'association, enfin un des responsables, oui. Et est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots l'origine de la langue créole de l'île de la Réunion? Mais, ce n'est pas très très simple, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, vers le peuplement définitif, c'est 1663. Avant, il n'y avait personne sur l'île. 1663, arrivent des esclaves malgaches, que l'on appelait pudiquement des serviteurs, puis deux Français. Et ensuite, bon, il y a eu des vagues d'immigration. Quand je dis des vagues, au départ, c'était des petites vagues. Hein. Bon, il y a par exemple énormément de femmes indo-portugaises qui sont venues. À un moment donné, il y a eu 15 ans ou 20 ans après le commencement du peuplement définitif, il y avait une trentaine de femmes. Sur ces 30 femmes, il y en avait 10 de malgaches, il y en avait 10 ou 11 indo-portugaises, et le reste, c'était des femmes qui venaient d'Europe et qui venaient de ce qui est aujourd'hui, et depuis pas mal de temps, la France hexagonale. Et ils arrivent à une époque où, où elles arrivent, ces femmes, et puis ils arrivent, ces colons, de diverses régions. Donc une région, si vous voulez, qui va de Bordeaux, Paris, et tout à fait au nord. C'est-à-dire, là-dedans, il y a essentiellement des gens qui parlent une langue d'oïl qui n'est pas le français, ou alors une langue d'oc, bon, moins nombreux. Donc au départ, c'est cela qui a donné le créole primitif, le créole originel. Ça, bon. Au départ, ça a été, quand je dis le créole, ça a d'abord été un sabir, c'est un mélange de langues, on essayait de se comprendre comme on pouvait, on était obligé de se comprendre et on le faisait. Et puis ensuite, à la deuxième génération, ça a donné le créole originel. Voilà. Et puis ensuite, ça s'est enrichi par l'apport, des apports d'Europe encore, d'autres apports
de Madagascar, de l'Inde, en Inde, soit des langues parlées par les hindous, ou soit des langues un peu plus tardivement parlées par les musulmans qui venaient de l'Inde. Les nouveaux mots aujourd'hui, parce que je crois que l'année dernière, quand je suis venu, il y avait un colloque pour essayer de savoir comment on crée des nouveaux mots en créole quand il y a quand on parle de tout ce qui tourne autour d'Internet, des iPhones, de je sais pas quoi, de tous les nouveaux concepts qui arrivent aujourd'hui. Quelle est l'attitude du créole? C'est plutôt de créoliser des noms qui existent ou d'inventer des mots purement en créole? Alors, ce que j'ai oublié de vous dire pour la naissance du créole, c'est que il ne s'agit pas d'une salade composée. Ces origines diverses ont fourni un matériau, du lexique, du vocabulaire, mais aussi des tournures syntaxiques. Mais l'essentiel, cela dit, a été fait à La Réunion. Je veux dire que si vous prenez le marqueur de pluriel qui est ban, bon, aujourd'hui, il vient bien du mot bande, B-A-N-D-E en français, très probablement français, ou alors d'une langue d'oil, hein, bon. Mais ce bande qui est un mot lexical, qui est un mot de vocabulaire lexical, il devient un mot grammatical. Et ça, c'est fait à La Réunion. On a de très très nombreux cas où il y a une grammaticalisation faite sur place. Donc si vous voulez, les Réunionnais, Bourbonnais de l'époque, ils ont fabriqué la langue à partir de ce matériau-là, en empruntant des tournures, bien sûr, en empruntant un certain nombre d'eau, mais la majorité du vocabulaire créole réunionnais ancien ou courant, la majorité, la plus grande partie de ce vocabulaire-là, ça a été revu et corrigé par les Réunionnais. La réalité est différente. Les mots qui arrivent ne collent pas forcément à la réalité. Vous savez, il y a 25 façons de dire la pluie. Je ne crois pas qu'en français, on est tous là, tout simplement parce que la réalité est différente. Ici, on a toutes sortes de pluies, et on a surtout des pluies qui sont des averses, des avalas, etc. etc. Vous pouvez nous donner des exemples de mots créoles pour dire la pluie? L'averse, ça se dit avalas, par exemple. Quand la pluie est très, très, très fine, pour nous, c'est le serin de pluie. Après, quand c'est plutôt dans les hauts, ça va s'appeler le galfin. Donc, il y a toute une série de mots pour dire cela. Voilà. C'est un peu comme la neige dans les pays tout à fait nordiques où il y a énormément de mots pour dire la neige. La réalité est différente. Les mots français arrivent. Dans certains cas, ils sont suffisants. Les mots, quand je dis français, ça peut être aussi des mots malgaches ou des mots indiens, ils sont suffisants pour dire la réalité, mais il y a de très très nombreux cas où il faut reconstruire. Quand vous avez une plante qui n'existe pas, dont on ne connaît pas le nom, on est bien obligé de lui donner un nom. Donc à ce moment-là, on aura le philao qui arrive, mais la plante dont les branches ressemblent un petit peu au philao et qui donnent en même temps des fleurs très très spectaculaires, enfin très belles, enfin, elles sont petites mais je les trouve très belles. On est obligé de fabriquer un mot pour dire cette plante-là, donc on l'appelle philao fleur. Vous avez l'anthurium, on n'a pas de nom pour dire l'anthurium, on ne connaît pas le mot anthurium, et bien on va l'appeler songe fleur, la songe, le songe étant le tarot par exemple, avec des feuilles qui se ressemblent beaucoup. Voilà, donc on est obligé d'adapter, mais c'est un très fort pourcentage de mots qui sont déjà des néologismes à La Réunion. Alors pour revenir à votre question, il y a deux écoles qui s'affrontent. Donc les Réunionnais sont habitués à fabriquer les mots. Hein. Ça pour eux, il n'y a pas de problème, mais il y a une certaine façon de le faire. La création des mots à l'époque, ça se faisait selon le génie propre de la langue, même si les linguistes n'aiment pas ce mot de génie de la langue, mais moi je l'emploie. Donc il y a deux grandes écoles. Il y a ceux qui veulent
adopter les mots nouveaux, par exemple les mots de la science, les mots des techniques, bon, en les créolisant. Bon. Et puis il y a ceux qui veulent inventer carrément des mots nouveaux. Et là on tombe un peu dans, si vous voulez, quelque chose qui n'est pas forcément accepté par la population. Quand on va mettre tel ou tel mot sur une réalité, c'est un mot, on tombe un petit peu dans le travers de certains universitaires antillais. On tombe un peu aussi sur la vieille controverse entre science et métaphysique, les scientifiques voulant à tout prix avoir des mots précis, et les poètes ont envie d'aller plutôt vers quelque chose de plus métaphysique. Voilà, la création de mots par des poètes, moi je suis tout à fait pour. Hein. Quand Daniel Waro fabrique un mot comme démavouse, bon, mavouse, mot d'origine malgache qui veut dire en patraque. Quand on est mavouse, on est patraque. Il met un dé devant, c'est un préfixe d'origine européenne, d'origine française. Bon, et à ce moment-là, il fait un mot qui veut dire on va retrouver de la joie de vivre, on va retrouver de l'énergie. Moi, je trouve ça absolument génial. Bon, quand on prend le mot Fonker, bon, c'est aussi un néologisme qui veut dire la poésie, quelque chose qui vient de l'intérieur. Moi, je donnerais plutôt le mot de Fonker comme poésie lyrique plutôt que tragédie ou des choses comme ça. Bon, mais moi, je trouve ça excellent. Maintenant, ça, on ne peut pas inventer les 3000, 4000 ou 5000 mots qui disent le monde moderne de cette façon-là. À un moment donné, il faudra dire globule rouge, à un moment donné, il faudra dire l'urine pour l'analyse et continuer à dire de la façon classique pour le besoin. On doit respecter la diversité qu'on a sur l'île. Donc c'est normal que dans le créole, vous ayez une diversité de mots. Des mots plus peut-être savants, avec des origines plus scientifiques, les mots savants, on en a besoin. Et il faut absolument qu'à ce moment-là, ils respectent le vocabulaire savant de toutes les langues qui sont aménagées. C'est-à-dire qu'il faut quelque chose qui soit précis, clair, sans ambiguïté, sans sentiment. On ne peut pas faire de science avec un vocabulaire rempli de sentiments. Ça n'est pas possible. Moi, je reprends cet exemple-là, c'est peut-être pas le plus beau, mais nous, on a toujours l'habitude de dire pissa pour ce que d'autres disent urine. Mais quand on va faire une analyse, il faut faire une analyse d'urine. C'est complètement, il faut que ce soit vidé de toutes les connotations. Oui, nous avons ça d'ailleurs du reste en français. En français, en anglais, en allemand, on a bien ce phénomène-là. Avec les mots d'origine latine, grecque, pour des choses un peu plus savantes. On ne peut pas dire la science, non pas la faire, mais dire avec des sentiments. Oui, parce qu'on se positionne par rapport à l'objet, et pas par rapport au sujet. Voilà, donc moi je suis complètement pour qu'au niveau technique, et au niveau scientifique, que pour l'essentiel, ça soit de l'emprunt. Maintenant, on peut faire de temps en temps une découverte sensationnelle, trouver un mot pour... mais les autres langues ont un peu fait ça aussi. Hein, dans l'allemand, par exemple, vous avez des mots qui sont très imagés aussi au niveau scientifique, mais qu'ils ont vidé de leurs sentiments et de leurs connotations. Alors, il y a aussi un débat important sur l'île, sur la graphie du créole. Parce que comment, finalement, doit évoluer une langue qui, au départ, est une langue orale? Est-ce qu'une langue doit s'embourgeoiser pour, finalement, devenir une véritable langue avec une orthographe, une grammaire, une syntaxe tout à fait établie? Comment, finalement, une langue, du fait d'être corsetée, ne risque pas de perdre, finalement, sa poésie? Donc je crois qu'il y a un vrai débat, ce débat il est légitime. Aujourd'hui, quelle est votre approche de la graphie? Mon approche, l'approche que j'ai aujourd'hui, qui est relativement récente, parce qu'on continue à réfléchir, on continue à s'informer. Moi je crois que Robert Chaudrançon nous donne une direction très importante. Cette graphie, à quoi va-t-elle servir?
si elle sert uniquement pour la poésie ou la littérature, bon, là il y a une liberté qui doit être totale. Bon. Encore que, si tout le monde se met à peu près d'accord sur une graphie, ou si tout le monde va dans le même sens, ça devient beaucoup plus facile à lire. Hein. Bon. Mais après, il faut voir ce que l'on fera avec ça. Est-ce que l'on va, comme dans certains pays, je parle en particulier à certains pays d'Amérique latine, on va alphabétiser en 2 langues. Moi, je pense que c'est incontournable. Hein. Les gens qui sont créolophones et qui ont absolument besoin de français, et qui sont dans un milieu où les 2 langues coexistent, et où à l'écrit on retrouve énormément de français, moi je pense qu'il faut absolument les alphabétiser en 2 langues. Et justement, je vous ai écouté par rapport à ça. Je crois que ce serait important que vous nous répétiez que finalement les élèves qui réussissent le mieux sur l'île sont ceux qui ont les 2 langues, ceux qui ont appris les 2 langues. Que le fait de parler créole aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est péjoratif par rapport à l'avenir de l'enfant, par rapport à ses études. Le créole passe souvent pour être un obstacle. Non, ce n'est pas le créole qui est un obstacle à l'acquisition du français, à l'acquisition des connaissances, au progrès cognitif. Ça n'est pas du tout ça. C'est la négation du créole qui fait cela. Ceux qui sont bilingues ont souvent profitent de tout ce qui est positif dans le bilinguisme en général, et en particulier dans le bilinguisme français-créole. Mais je reviens à la graphie. Si on veut profiter de cela, en même temps, à un moment donné, il ne faut pas que les 2 langues se mélangent inconsciemment dans la tête des gens. Ils peuvent s'exprimer, moi je l'ai fait moi-même, dans des écrits, on peut passer d'une langue à l'autre, on peut les mixer, pour ça il n'y a pas de problème. Le seul problème, c'est si on n'est pas conscient de cela. Si on n'est pas conscient et on écrit... donc, il est très important, à mon avis, que l'on n'écrive pas pour l'essentiel, autant que faire se peut. Il y a des limites à ce que je dis là. Mais autant que faire se peut, il faut distinguer à l'écrit les 2 langues. Il faut absolument faire ce que l'on appelle la distinction des codes à l'oral et à l'écrit. Il n'y a pas de problème. Il ne suffit pas que l'on répète, que le maître parle français pour que ce français soit forcément acquis. On n'acquiert vraiment que dans une activité et non pas lorsque l'on est passif. Vous savez, aujourd'hui, je crois que c'est vrai dans d'autres régions, un élève moyen du primaire parle quelques minutes par jour d'école. Ce n'est pas en quelques minutes qu'on apprend une langue nouvelle. Bon, si c'était le cas, je fais une comparaison avec la musique, à ce moment-là, j'ai tellement écouté de musique que je serais musicien, ce qui est complètement faux. Si on ne fait pas, si on ne pratique pas, eh bien, on ne peut pas acquérir, on ne peut pas avancer. Donc, pour moi, il faut faire, bien entendu, apprendre vraiment le français, parce qu'aujourd'hui, on fait comme si le français était possédé par les élèves. Ce qui n'est vrai que pour une faible fraction d'entre eux. Donc, il faut distinguer les 2 langues, faire apprendre le français, faire distinguer les 2 langues. Leur bien montrer aux élèves que quand on a dit je suis parti la case mémé, et bien là-dedans, il y a à 3 ou 4 niveaux, il y a des choses qui ne sont pas du français. Il manque une préposition, le mot parti n'est pas pris dans le sens français. Donc il est important, quand c'est possible, à l'écrit, de faire la distinction et grâce à ça, d'utiliser cela pour faire la distinction des codes. Vous voyez la phrase que vous venez de dire, alors moi je ne connais pas le portugais mais je suis moitié espagnol, et quand je dis je vais chez ma grand-mère, en espagnol on dit me voy a casa de mi madre. C'est assez proche finalement. Oui, il y a des choses qui sont communes. Il y a par exemple, en créole on ne dira pas j'ai mal à la tête. Non, mon ou ma tête il fait mal. Là, je pense qu'on n'est pas loin de l'espagnol et qu'on ne doit pas être loin du portugais non plus. Hein. Et vous dites ma tête ou mon coco? Coco, c'est une forme plaisante. Bon, ça veut dire tête aussi, en créole réunionnais. Mais c'est plutôt
bon, ça dépend de la situation, mais dans une conversation, un créole un peu courant, on dira plutôt tête que coco. Voilà. Donc voilà, donc il faut savoir exactement ce que l'on va faire avec les cris et voir ce que cela implique en termes de graphie. Et l'exemple que je vous donne de la distinction des codes, elle nous montre qu'il faut que les codes soient autant que possible différents. Mais il y a d'autres contraintes, et des contraintes qui sont contradictoires. Il faut aussi respecter les mécanismes de lecture. Et maintenant, des choses que l'on ne connaissait pas, mais la psychologie cognitive et les neurosciences ont réellement énormément progressé. Il faut que l'on tire des leçons de ces avancées scientifiques. Bon, là, il y a un monsieur qui a fait des travaux extrêmement importants, qui s'appelle Stanislas Dehaene, qui est au Collège de France, bon, qui a montré qu'à certains moments, il faut une distinction des mots écrits. On ne peut pas écrire 20 mots de sens différents de la même façon. Donc ça, c'est très très important. Bon, donc il faut tenir compte de tout cela, puis que l'on discute calmement et que l'on arrête de mettre en avant. Les sentiments, c'est très très important dans le domaine, hein. C'est très important. Mais si on ne tient compte que des sentiments, à ce moment-là, premièrement, on n'arrivera pas à l'accord parce que les sentiments sont divers, variés. Et puis ensuite, eh bien, on ne va pas tenir compte de choses extrêmement importantes. L'Office de la langue créole, est-ce que ça s'approche d'une forme d'académie de la langue? Et est-ce que vous pensez qu'il y aurait un intérêt à ce qu'il y ait une forme d'académie de la langue, de façon à ce que tout ce que vous dites là, qu'il y ait un certain nombre de spécialistes véritablement du créole, puissent mettre sur papier des choses pour bien expliquer justement l'importance d'avoir des mots qui soient bien les mêmes, parce qu'il y a un moment donné où le cerveau, vous parliez très bien, les neurosciences montrent que si on veut véritablement qu'une langue progresse, il ne faut pas être dans la confusion. Il faut à un moment donné qu'il y ait un référent, un référé en linguistique, et qu'il ne faut pas multiplier les référés ou les référents dans le langage. Et peut-être que ça peut passer que par la création d'une forme d'académie. Mais est-ce qu'il y a eu un projet dans ce sens? L'Office n'est pas une académie. L'Office n'a pas vocation à devenir une académie. Par contre, ce que l'Office a fait et continue de faire, et qui à mon avis est très important, c'est que l'Office fait venir des spécialistes de l'extérieur, de dehors comme on dit en créole, et comment ils confrontent les opinions de ces spécialistes-là, les connaissances de ces spécialistes, les savoirs de ces spécialistes extérieurs à ceux de la Réunion. C'est très important de le faire. On a fait venir des gens qui étaient spécialistes de psychologie cognitive, de linguistique génétique, c'est-à-dire l'origine des graphies, des orthographes, comment ça se passe, pourquoi ça a évolué dans le temps, pourquoi à Chrétien 3, on passe vers quelque chose de très très proche du son, à quelque chose de beaucoup plus complexe après avec la création de l'Académie française qui est allée dans le sens, à mon avis, qui a tordu la barre de fer bien trop dans l'autre sens. Et puis pourquoi au bout on arrive à l'orthographe du français avec tous ses défauts et en même temps ses qualités. Voilà. Donc il faut absolument que l'on voit quels sont les défauts des autres graphies, des autres orthographes maintenant, à ce stade-là, qu'on voit leurs défauts, qu'on voit leurs qualités, comment exploiter, bon, en tenant compte de notre système linguistique. Hein. Parce que ce qui est valable pour la Finlande n'est pas forcément valable pour le créole de la Réunion. Voilà. Même s'il y a énormément de choses dont on doit s'inspirer, que l'on a fait pour le finnois. Hein. Alors, pour les Réunionnais qui sont à l'extérieur de l'île, ou pour ceux qui sont sur l'île, qui ont envie de se perfectionner dans la langue créole et qui voudraient lire de la littérature créole ou de la poésie créole, vers quels auteurs est-ce qu'ils pourraient aller? Quels auteurs vous pourriez citer? Quels livres vous pourriez conseiller pour qu'ils se... Vous savez,
une chose qui serait à mon avis très productive, c'est de prendre les chansons avec l'enregistrement des chansons et les textes qui sont notés. Quand on a le livre de Daniel Waro, justement, qui s'appelle Démavouz la vie, bon, on peut en même temps avoir ces CD, on peut les écouter, les réécouter tout en lisant. Bon, moi je pense que ça serait une bonne imprégnation d'une écriture. Ça n'est pas la seule, mais on peut faire la même chose avec Jusqu'à quand. Moi je crois que par la chanson, on peut apprendre énormément de choses sur la langue, les transcriptions de langue, les graphies. Bon, je crois qu'il faut le faire, c'est passer par là. Il faut voir le texte écrit et en même temps le texte chanté que l'on chante dans la tête et avec les yeux en même temps. Alors c'est très intéressant ce que vous me dites, parce qu'il y a quelques jours j'étais avec Jacqueline Farerol et je voulais chanter L'amour fané, qui est pas Tifleur fané, qui est une autre chanson qu'elle a écrite, qui est une très jolie chanson, et je n'ai pas réussi à trouver les paroles de cette chanson. Donc il a fallu que je l'écoute et que je l'écrive moi, sans connaître le créole, donc que je me fasse moi-même ma graphie, qui finalement est pas très loin de la graphie après que j'ai vue, mais je me dis que peut-être ce serait intéressant, je ne crois pas que ça existe sur internet, que ces chansons-là, qui incitent, qui mettent par écrit tous ces textes. Vous savez, l'Office a un très gros projet. C'est un projet d'un centre de ressources et de valorisation des textes et de la langue créole de la Réunion. Donc on souhaite mettre sur internet tout ce qui est libre de droit. Bon, les livres déjà publiés, mais quand je dis libre de droit, soit parce qu'ils sont anciens ou soit parce que les auteurs nous donnent l'utilisation, avec aussi en même temps la musique quand il s'agit de chansons. Et si j'ai une recommandation à vous faire, c'est de ne pas négliger les livres audio. Parce qu'il y a de plus en plus aujourd'hui de livres audio, et que je crois que c'est une façon aussi de se familiariser avec la langue. Moi j'écoute beaucoup de livres audio en voiture, et je pense que ça peut être intéressant aussi quand il y a des livres qui ont été écrits en créole réunionnais, qu'il y ait quelqu'un qui est capable un acteur ou quelqu'un qui est spécialiste de l'interprétation, qui puisse enregistrer ces livres de façon à pouvoir permettre à ceux qui veulent apprendre le créole ou ceux qui veulent se perfectionner de l'écouter aussi. Mais je pense que le livre audio, c'est une excellente chose. On recommence. Les livres audio, c'est là quelque chose de très important, comme vous le dites. Et ce livre audio, on a commencé à en faire. Alors maintenant, ces livres audio coûtent cher. Et nous, on a pensé que peut-être plutôt que de mettre un CD avec le livre, plutôt mettre carrément sur Internet. Et à ce moment-là, bon, maintenant, avec les machines que l'on a aujourd'hui, c'est extrêmement facile de faire passer ça sur une clé USB et d'écouter la clé USB dans la voiture. C'est même plus simple que ça. Vous avez des sites aujourd'hui comme audible.fr ou des sites comme iTunes de Apple où vous pouvez proposer des livres audio. Et le livre audio, en fait, il y a des livres qui coûtent 2 €. Il y en a qui coûtent 15 €, il y en a qui coûtent plus cher, ça dépend en fait des auteurs, de ce qu'ils demandent. Mais le audible.fr serait tout à fait favorable, j'en suis sûr, à mettre en ligne des livres à des prix tout à fait dérisoires, voire parfois gratuits, parce que ça leur fait de la publicité à eux. Et je crois qu'il ne faut pas s'arrêter. Notre problème à nous, malgré tout, c'est que l'on manque de bras, quoi. Les gens sont au four et au moulin. On peut pas leur demander en même temps d'être créateur, de rédiger une grammaire, d'aller rédiger un dictionnaire, d'être un animateur de telle ou telle manifestation. On manque de monde. Moi, je pense que la langue réunionnaise, la langue créole de la Réunion, peut être un ciment. Bon, à condition que l'on sache bien
que nous avons deux langues qui sont capitales pour nous. Et puis il y a d'autres langues qui s'ajoutent et qui sont capitales pour tel ou tel groupe. Hein. Ça aussi, c'est très important. Mais je crois que ce qu'il faut développer à ce niveau-là, toujours et tout le temps, c'est l'esprit de tolérance. Pour la graphie, c'est la même chose. C'est l'esprit de tolérance. Pour les variétés de langues, bon, il y a eu une commission du Conseil de la culture et de l'environnement qui s'est penchée sur le domaine de la graphie, justement, de l'écriture. Eh bien, il y a quelque chose qui est relativement ancien, mais qui n'avait jamais été pris vraiment en compte, c'est la variation, les variantes au niveau de la langue. Que quelqu'un dise lu ou qu'il dise lit, qu'il dise sapo ou chapeau ou chapeau, ou chat ou sat. Voilà, et ben, tout ça est bon. Et bon, il faut le prendre, il faut laisser à chacun la possibilité même de l'écrire. Tout ce qui peut être mis en commun, on essaie de le mettre en commun. Et tout ce qui fait, qui est variation, variété, bien, on laisse le libre choix. Et je crois qu'à ce niveau-là, bon, je ne veux pas faire de comparaison, et surtout pas politique, mais ce sont des Corses qui nous ont donné la solution. Ils ont fait ce qu'ils appellent une écriture polynomique. En Corse, c'était la bataille entre eux pour la graphie. Le développement de l'enseignement du corse était très mis en cause, était très difficile à ce moment-là. Il y a deux Corses, l'un qui était depuis longtemps, qui avait développé ces idées-là dans l'université de Normandie, et puis un autre en Corse. Bon, ils ont dit, mais pourquoi ne pas respecter la variation? Nous avons tellement de choses en commun que cette variation-là ne va pas faire de notre langue 4 ou 5 langues différentes. Et on retrouve cette variation symboliquement à travers la polyphonie corse. Et quand vous écoutez les chants corses, cette polyphonie, au-delà de l'aspect musical, il y a une symbolique. C'est-à-dire que quand on est corse, quand on est créole, on peut chanter à l'unisson, mais en chantant avec des accents différents, la tierce, à la quinte, à la fondamentale. C'est ce qui fait l'harmonie. Une harmonie ne peut pas se faire qu'avec une fondamentale en musique. Il y a une fondamentale, pourquoi pas le français, et il faut une tierce, une quinte, il faut des choses qui vont permettre de donner à une langue ce côté harmonieux. Et je crois que cette île, elle est profondément harmonieuse pour peu qu'on s'y intéresse. Mais moi je crois que c'est ce qu'il y a de commun dans le créole qui doit être le noyau de la langue créole. Et à côté de cela, il y a l'autre langue fondamentale, le français, et on peut d'ailleurs dans plein de circonstances passer d'une langue à l'autre, d'une variété à une autre variété. Bon, mais je crois qu'il est assez difficile, voire utopique, de dire que on va écrire le français, qui sera le pôle fondamental ou le noyau du créole. Ça, je ne sais pas, j'ai peut-être mal compris. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que en même temps que vous me parliez de la Corse, vous parliez de polynomie, et je pensais à polyphonie. Voilà, mais je crois que polynomie est inspirée de polyphonie. Voilà. Et je me dis, finalement, moi je crois beaucoup, vous savez, à cette locution latine qui dit « e pluribus unum ». Je crois que dans le « unum », il y a toujours du pluriel. Et que c'est une erreur de croire que la diversité ne peut pas mener à l'unité. On n'est pas obligé d'être dans le totem, et dans un totem unique, on peut faire un totem avec différentes choses. Mais moi je crois que l'acceptation de la diversité, cette acceptation-là, c'est le ciment de l'unité. On peut pas, moi je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du respect. Bon, c'est un petit peu économie et respect, ça ne va pas toujours ensemble, mais du respect de la diversité. Ça, il faut absolument, il faut passer par là
Et peut-être que ça va durer des dizaines d'années. Mais le but n'est même pas d'homogénéiser. Le but, c'est de promouvoir la langue dans sa diversité et en même temps dans la reconnaissance de sa qualité de langue unique. Mais moi, je me sers souvent de la métaphore de la cuisine réunionnaise. Pour moi, le créole, c'est un curry. Dans le curry, vous avez des ingrédients divers, du curcuma, cumin, safran, enfin, en fonction de ce qu'on dit, la tomate, les oignons. Un bon curry, c'est quand à la fin, vous sentez plus... Il n'y a pas une sorte de surexpression du cumin, surexpression du curcuma, surexpression de la tomate, et ça fait à la fin quelque chose d'équilibré. Mais en même temps, on retrouve tout, et en même temps, c'est quelque chose d'unique. Oui. Et pour moi, ça, c'est le symbole de cette île. Pour terminer, est-ce que vous pourriez me dire vos 5 expressions préférées en créole? Celles qui vous font rire. Je vais vous en donner plutôt une parce qu'elle me semble magnifique. Et je vais la donner en comparaison avec le français. Quand vous mettez une casserole d'eau sur le feu et quand vous commencez à voir au fond de la casserole des choses qui apparaissent de forme ronde et qui montent à la surface, en français on dit l'eau frémit. C'est absolument magnifique comme expression. Et en créole, on va dire de l'eau il perle. C'est que des perles prennent naissance et montent à la surface. Moi, je crois que cette expression-là montre tout ce qu'il y a de capital dans la poésie de la langue française et de capital dans la poésie de la langue créole de la Réunion. Écoutez, merci en tout cas pour cet entretien. Je vous souhaite un très bon anniversaire. Merci. Voilà, est-ce qu'on peut rappeler votre âge? Je suis né en 1944. D'accord. En tout cas, merci. Et puis, j'espère que cette petite vidéo va permettre aussi, va donner envie à pas mal de gens, qui soient d'ailleurs réunionnais, pas réunionnais, créolisants, pas créolisants, de s'intéresser un peu à cette île. Merci beaucoup. Merci à vous.